Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, ici c'est votre heure comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, votre vécu nous intéresse. Ils sont plus d'1 million de Français atteints de troubles bipolaires, une maladie difficile à reconnaître tant ses symptômes sont divers. Un bipolaire alterne des phases dépressives intenses où peuvent surgir des envies suicidaires avec des phases dites maniaques où se mêlent des états d'euphorie, d'hyperactivité. Les troubles bipolaires peuvent être caractérisés de manières différentes. Il est difficile de déceler un patient qui en est atteint. S'il existe aujourd'hui des traitements et centres de soins pour personnes bipolaires, il peut s'écouler beaucoup de temps avant que le patient trouve le bon remède, celui qui lui correspond. Mais comment vivre avec des troubles bipolaires ou avec l'un de ses proches qui en est atteint ? Les troubles bipolaires, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et vous composez maintenant le 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous laissez un message sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Paola sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Paola. Oui, bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous ? 44 ans. Et vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Raincy, une commune du 93. D'accord. Alors dès 2001... La gorge, excusez-moi, j'ai un goût enroué. Je vous en prie, moi aussi un petit peu, vous devez l'entendre, un petit chat. Dès 2001, votre médecin avait des suspicions quant à d'éventuels troubles bipolaires. Mais ce n'est qu'en 2013 que vous avez été diagnostiqué comme tel. Que ressentiez-vous exactement ? À quoi ressemblaient les troubles ? Ce que je ressentais avant le diagnostic, c'est ça ? Oui. Alors, avant le diagnostic, c'est comme vous le disiez, alors ça s'alterne par des phases complètement, les phases qu'on appelle hypomaniaques, parce que je suis bipolaire de type 2. Donc ça veut dire que je peux développer des moments d'agitation extrême où dans ce moment-là, tout va très vite. Donc je me sens capable de tout. Donc d'ailleurs je fais des choses, je fais des choses incroyables quand je suis dans cet état-là que je ne ferais pas en temps normal. Du type ? Je sais pas, par exemple, j'ai mis 10 ans à passer mon permis. Quand j'étais en phase maniaque, j'ai mis 15 jours. Vous voyez, je me fais recruter par des employés, je passe des entretiens, j'obtiens des jobs où j'ai pas forcément les qualifications. Vous vous sentez comme si vous vous sentiez pousser des ailes, hein, vraiment. Ah oui, non, mais vous volez. D'accord. C'est-à-dire que vous marchez pas, tout le monde, personne ne va assez vite, quoi. Vous êtes, votre esprit, les idées fusent, vous allez vite, vous comprenez vite. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est agréable ces phases d'hypomania ? Ça a pu l'être à une époque. Ça a pu l'être parce qu'en fait, quand vous êtes comme ça, vous êtes assez, vous êtes sûr de vous, quoi. Ouais. Tout le temps. Vous avancez. Et alors, vous parlez donc de ces phases hypomaniaques et qui font suite à des phases où on est en bas. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on tombe, parce que c'est quand même... En fait, je pense que ça demande quand même une énergie tellement importante, c'est-à-dire que vraiment intense, qu'à un moment donné, vous commencez à tomber, et quand vous tombez très bas. Oui, vous tombez de haut, finalement. Ah oui, non, mais là, c'est une hospitalisation par an, quoi. À l'annonce du diagnostic en 2013, donc, qu'avez-vous ressenti ? En fait, moi, j'étais soulagée parce que je l'ai cherché, ce diagnostic. D'accord. C'est-à-dire que ce qui a provoqué ça, c'était la naissance de ma fille. Elle est née en 2011. Et lorsqu'elle est née, malheureusement, ma fille a une maladie génétique extrêmement rare avec des troubles du spectre autistique associés. Et donc, le pédopsychiatre spécialisé en autisme qui s'occupait d'elle m'a dit vous êtes bipolaire, mais est-ce que vous êtes pris en charge par les meilleurs ? J'ai regardé, je lui ai dit c'est qui les meilleurs ? Elle m'a dit c'est les chercheurs du centre expert de Créteil, etc. Le professeur Marion Leboyer. Je suis OK. Donc j'ai consulté là-bas et depuis 2013, j'ai la chance d'être suivie par cette super équipe. Oui. Et j'avais soulagée qu'on me dise vous avez un trouble bipolaire de type 2. Parce que ça met un nom, si vous voulez, sur cet état où quand même on voit bien que vous n'êtes pas normal. Les gens le voient. Est-ce que des traitements ont suivi et est-ce que vous avez accepté de les prendre ? D'abord, quel type de traitement vous a-t-on proposé ? En 2013, on m'a proposé le lithium que j'ai refusé, que je refuse depuis d'ailleurs très longtemps, depuis 2001. Pourquoi ? Je refuse le lithium. Parce qu'en fait, beaucoup de témoignages disent que le lithium fait des effets secondaires horribles, perte de cheveux, prise de poids 30 kilos, peau sèche, des choses d'ailleurs que je ressens à l'heure actuelle. Parce que, Pourtant, Paola, aujourd'hui, vous avez accepté de prendre du lithium.
Oui, alors c'était l'année dernière. Oui. J'ai fait une dépression mais gravissime. Hein. En fait, je voulais vous dire aussi que quand on est en phase maniaque dans notre voiture, enfin moi c'est comme ça que je le vois, on a l'impression de voler, de conduire vite, très vite. Et donc l'année dernière, j'ai voulu conduire très vite dans un virage. Et du coup, j'ai été hospitalisée parce que j'étais très mal. Et moi, j'ai perdu le fil de mes pensées. Non, vous me disiez que vous étiez en voiture. Voilà, c'est toujours cette sensation d'avoir des ailes. On conduit vite et vous me disiez que là, vous aviez pris un tournant un peu vite. Est-ce que c'était une volonté de quoi d'en finir ? C'était une volonté que ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est très difficile de vivre avec soi-même. Ouais. C'est compliqué pour l'autre, compliqué pour notre entourage. Ouais. Mais pour nous aussi. C'est-à-dire que moi-même, des fois, je ne sais pas comment gérer ma propre personne. Comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que ça va mieux ou vous sentez que vous êtes toujours, en tout cas, que ça n'est pas réglé cette histoire ? C'est-à-dire que si on se positionne d'un point de vue du corps médical, oui, ça va mieux parce que je ne suis pas au fond de mon lit et je ne suis pas en train de retourner la planète. Oui. Mais par contre, en ce qui me concerne, ça va pas du tout. Moi, je suis malheureuse. C'est-à-dire que j'ai un mal-être au quotidien. C'est pas possible d'être comme ça. Paola, continuez de nous écouter. Merci pour votre témoignage, mais continuez d'écouter bien évidemment le reste de cette émission parce que tout à l'heure, nous accueillerons le docteur Masson qui est psychiatre et qui vous apportera sans doute quelques éclairages sur votre situation aujourd'hui. En tout cas, mille merci pour votre témoignage. Dans un instant, nous accueillerons Alexandre. C'est grâce à la méditation qu'il a réussi à stabiliser ses troubles bipolaires. Europe 1. Comme Paola que on vient d'entendre, vous souffrez d'une maladie de l'humeur, de troubles bipolaires. On vous écoute au 39 21. N'hésitez pas à nous joindre, le standard d'Europe 1. Écrivez-nous également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe. Vous composez le 39 21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. On parle des troubles bipolaires qui se caractérisent par une alternance de phases de dépression et d'euphorie excessive. Comment le vivez-vous ? Comment le vit l'un de vos proches ? On vous écoute 39 21. Et nous avons eu Paola au 39 21 qui nous expliquait combien elle regrette qu'aucun traitement ne la fasse aller mieux aujourd'hui. Elle se sent un peu abandonnée, Paola, aujourd'hui. Et nous sommes maintenant avec Alexandre. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Alexandre. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous nous appelez d'où ? Donc je vous appelle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est dans la région arlésienne, dans le Camargue. Très bien, très belle région. Vous avez 40 ans, Alexandre, et j'ai 40 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que vous avez été diagnostiqué bipolaire. Comment se déroulait votre vie jusqu'à ce qu'on vous diagnostique ? C'était des alternances. Alors moi j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 1, c'est-à-dire la phase la plus sévère, cliniquement parlant. Donc moi c'est des phases de manie carrément, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre mot que d'être Dieu, voilà, de se sentir Dieu tout simplement, d'avoir cette toute puissance, de devenir très charismatique, très attrayant, très rapide, très intellectuellement donc un état très agréable, encore une fois. C'est des états que quand on commence à vous soigner, on a l'impression qu'on vous en prive, mais on a tendance à oublier qu'ils sont compensés par des états de dépression morbide avec des tentatives de suicide, etc. Donc c'est pas vivable pour personne d'ailleurs. Vous vous interrogez sur cet état, en fait, alterner comme ça ces phases d'hypomania et puis ensuite de dépression ? Oui, alors j'appréciais ces phases, les phases hautes, bien sûr, mais je suis de nature pragmatique, donc je me suis dit, je voyais l'entourage familial souffrir, je voyais que je changeais d'employeur tous les 6-7 mois parce que c'était pas ça, donc quand on a posé le diagnostic, j'étais heureux. Ça déculpabilise un peu. On n'est plus regardé de travers en disant ce garçon est un instable ou un lunatique. Il y a une pathologie qui explique le comportement. Et ça ouvre aussi la chance, parce qu'en France, c'est un beau pays, on a des soins gratuits, on est bien pris en charge. Ça ouvre la porte de la prise en charge de la maladie. Mais le parcours a été long, on a testé plusieurs molécules. Mon état était si grave, parce que je mélangeais l'alcool avec tout ça, que on a dû faire des sismothérapies, c'est-à-dire des électrochocs. Et quand je suis arrivé vraiment, parce que c'est très violent psychologiquement les électrochocs, quand j'en suis arrivé là, j'ai eu une grande chance. Je suis tombé sur un article sur les neurosciences du professeur du neurobiologiste Wolsinger, qui avait étudié le cerveau du moine français bouddhiste Mathieu Ricard.
sur la neuroplasticité, et qui parlait de neuroplasticité, c'est-à-dire que on s'était aperçu avec de l'EEG, du PET scan, de l'IRM, que la méditation avait un impact sur structurel et fonctionnel sur le cerveau. En fait, ça modifiait le cerveau. Donc j'en ai vite déduit que moi c'était l'organe affecté et que j'allais soigner mon cerveau par un état contemplatif, un état méditatif. Donc vous vous êtes mis à la méditation et si je comprends bien, ça vous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je ne présente plus aucun signe clinique de trouble bipolaire. Je n'ai plus de phase maniaque. J'ai un traitement, bien sûr. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Vous continuez à prendre votre traitement quand même, c'est important. C'est ce que je conseille à tous ceux qui me lisent sur Facebook, c'est de prendre le traitement de manière religieuse. Ouais. Quand quelqu'un a une jambe coupée, il a une prothèse. Nous, on a un cerveau un petit peu déficient sur la neurotransmission. Il nous faut cette béquille chimique, il ne faut pas la nier. Et Alexandre, lorsque vous faites référence à cela, est-ce que je peux entendre que beaucoup de bipolaires, finalement, lorsqu'ils vont mieux, sont tentés et arrêtent carrément leur traitement ? Ah, ça m'est arrivé à moi, comme à tous les bipolaires, bien sûr. Vous savez, c'est comme quand vous allez chez le médecin, que vous avez une grippe, on vous met sous antibiotiques, et au bout de 4-5 jours, ça va mieux, on les arrête. Alors qu'ils ont une fenêtre de fonctionnement qui est de 10 jours. Donc, cette habitude qu'on a d'arrêter le soin, quand ça va mieux, bien sûr, elle est aussi existante dans le trouble bipolaire. Et elle précipite vers un gouffre, l'arrêt des traitements. Ou un haut ou un bas, mais voilà, c'est-à-dire vous avez des personnes de types différents dans le trouble bipolaire qui vont connaître des phases euthymiques, c'est-à-dire des phases sans manie et sans dépression. Moi, je n'avais pas cette chance, je ne connaissais que manie et dépression, et bien sûr dans leurs extrêmes. Donc, vous savez, je prends toujours cet exemple. Quand on veut être un petit peu plus endurant, être joli sur la plage, séduire, on va à la salle de sport et on se fait un joli corps. Alors, donc on y va tous les jours. Si on y va une fois tous les mois, il n'y aura pas de résultat, ça c'est certain. Donc j'ai dit en gros, je vais me muscler le cerveau. je vais pratiquer ce qui a été prouvé. Et c'est finalement ce que vous avez fait, Alexandre. Merci mille fois pour votre témoignage au 3921. Comme on le voit, la méditation a quelque chose de très bon, puisque c'est une rencontre avec soi-même. Et je reprends l'image d'Alexandre, c'est muscler son cerveau. C'est une image assez parlante. Dans un instant, nous allons accueillir le docteur Marc Masson pour parler des troubles bipolaires. Il est psychiatre à la clinique du Château de Garches et a écrit un « Que sais-je » sur les troubles bipolaires. Et Charlie nous écrit sur Twitter avec le hashtag Europe 1, la bipolarité est un tabou en entreprise. Aussi, on invente des motifs liés aux arrêts de travail. Europe 1. Vous souffrez de troubles bipolaires, de l'euphorie à la dépression. Comment le vivez-vous au quotidien ? Vous nous racontez votre histoire sur Europe 1 au 3921. Vous vivez avec un proche atteint de troubles bipolaires. Vous êtes vous-même atteint de ce trouble de l'humeur. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler et nous vous écoutons. Et nous sommes maintenant en ligne avec Marc Masson, psychiatre à la clinique du Château de Garches, qui a écrit un « Que sais-je » sur les troubles bipolaires. Bonjour docteur. Bonjour. Ma première question concerne les troubles. Ces troubles bipolaires se manifestent-ils toujours de la même façon ? Alors non, ils ne se manifestent pas toujours de la même façon. Bon, ils peuvent débuter à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, dans la grande majorité des cas, mais aussi un peu plus tard dans la vie. Ils peuvent commencer dans 60% des cas par une phase dépressive et dans 40% des cas par une phase d'excitation. Le témoignage de Paola et d'Alexandre nous a fait comprendre qu'il y avait 2 phases d'excitation possibles. Oui. Une plus modérée, qu'on appelle la petite manie ou l'hypomanie, et puis une beaucoup plus extrême, avec beaucoup plus d'agitation, qui est la crise maniaque complète. Alors, ce qui correspondait en fait à Alexandre, Alexandre qui souffrait, de crise maniaque beaucoup plus sévère. Et donc, quand on souffre de crise maniaque sévère, on souffre d'un trouble bipolaire de type 1, et quand on a un trouble bipolaire qui se caractérise par une alternance de dépression et d'hypomanie, donc de manie modérée, et bien là, on souffre d'un trouble bipolaire de type 2. Pourquoi est-ce si difficile de poser le bon diagnostic ?
Alors, c'est difficile parce que quand, si vous voulez, ça commence par une phase dépressive, ce qui est le cas dans la majorité des cas, dans 60% des cas, eh bien, on ne pense pas toujours que cette dépression s'intègre dans une maladie bipolaire qui va se caractériser par des alternances aléatoires de phases dépressives, quelques années d'intervalle libre et puis l'apparition ensuite d'une phase d'excitation après 1 ou 2 dépressions. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, aux États-Unis et en Europe, les études ont montré que le délai au diagnostic est évidemment encore bien trop long puisqu'il est de 8 à 9 ans et c'était le cas d'ailleurs pour Paola comme elle nous l'expliquait et d'ailleurs aussi pour Alexandre. Ouais, et justement, lorsqu'on entend le témoignage de Paola, on a l'impression qu'il n'existe pas encore de traitement pour tous les bipolaires et même de traitement vraiment adapté au type de bipolarité dont ils souffrent. Alors, les traitements, si vous voulez, existent. Ils sont personnalisés pour chaque patient et pour chaque trouble. Alors, il y a 2 pôles dans le traitement. Il y a à la fois le traitement médicamenteux qui va viser à traiter les épisodes, donc soit un épisode maniaque, soit une phase dépressive, et aussi un traitement médicamenteux qui va viser à prévenir les rechutes. Parce que cette maladie bipolaire, elle se caractérise par un très fort taux de rechute, à peu près 90% de rechute quand on ne prend pas de traitement, donc c'est considérable. Et l'autre aspect, l'autre pôle du traitement, ce sont toutes les approches non médicamenteuses, complémentaires, qui existent aujourd'hui, de l'éducation thérapeutique, en passant par la pratique de la pleine conscience, comme la méditation de pleine conscience, comme le fait, l'a évoqué Alexandre. Mais voilà, donc je dis souvent que la maladie, elle est bipolaire, mais le traitement aussi, c'est-à-dire que ce sont 2 pôles fondamentaux pour arriver à un équilibre. Et cette bipolarité, docteur, est une maladie qui touche l'humeur. Pouvons-nous finalement être tous des bipolaires en puissance ? Alors non. Nous avons tous une humeur qui oscille entre le pôle du plaisir et celui de la douleur ou du mal-être. L'humeur, par définition, est instable. Mais par contre, nous n'avons pas tous une vulnérabilité pour développer un trouble bipolaire. Et le trouble bipolaire s'origine, si vous voulez, dans un dérèglement de la production des émotions et de la régulation des émotions dans notre cerveau. Les régions temporales internes qui donc produisent les émotions ont tendance à être hyperactives. Les études d'imagerie fonctionnelle l'ont aujourd'hui bien montré. Et ce déséquilibre initial va être une prédisposition, on parle en médecine d'une vulnérabilité au déclenchement de la maladie. Alors, quand va se déclencher la maladie ? Eh bien, à la faveur soit d'un facteur de stress violent, soit à la faveur d'une prise de toxiques, à la faveur d'une grande privation de sommeil, parce que les personnes qui ont un trouble de l'humeur, un trouble bipolaire, ont une grande fragilité au niveau de la régulation du rythme veille-sommeil, et ça peut être l'occasion d'une entrée dans la maladie. D'accord. Docteur Masson, restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre à la clinique du Château de Garches et auteur d'un Que sais-je sur les troubles bipolaires. Dans un instant, nous allons accueillir Agnès. C'est quand sa fille a été diagnostiquée bipolaire qu'elle s'est demandé si cela ne pouvait pas être son cas aussi. Et puis, vous continuerez bien évidemment, docteur, à nous apporter vos éclairages sur cette maladie qui est la bipolarité qui toucherait plus d'1 million de Français. Et il y a Scarlett qui témoigne au 39-21. Scarlett a 65 ans et elle nous dit, dans les années 70, la bipolarité n'était pas connue ou reconnue. Ma meilleure amie avait des périodes de décrochage. Sans savoir pourquoi, elle a fini par se suicider. Je regrette qu'on n'ait pas pu l'aider. Europe 1. Vous êtes atteint de troubles bipolaires, l'un de vos proches peut-être. On vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute. Vous réagissez et posez vos questions également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. The Police sur Europe 1, Walking on the Moon, et ce jeudi, journée spéciale First Man, le premier homme sur la Lune, à l'occasion de la sortie mercredi prochain du film de Damien Chazelle. Des interviews, des reportages sur l'antenne pour revivre la mission Apollo 11, et vous retrouvez tous les épisodes de la série audio originale produite par Europe 1 Studio, 3h56 lors du premier pas de l'homme sur la Lune sur europe1.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Des personnalités de Philippe Stark à Marc Lévy qui racontent leurs souvenirs du 21 juillet 69, le jour où un homme a posé pour la première fois le pied sur la Lune. Toute la journée, Europe 1 a la tête dans les étoiles. Et sur Europe 1, vous retrouvez Olivier Delacroix avec vous au 39-21. On vous écoute et on parle des troubles bipolaires. Comment vivre avec ? Et nous sommes en ligne avec Agnès. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Agnès. Oui, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? J'ai 59 ans et je vous appelle de Strasbourg. De Strasbourg, en Alsace. Donc, à l'âge de 26 ans, votre fille a été diagnostiquée bipolaire. C'est quelque chose qui vous a surpris ou vous en doutiez ?
Non, pas du tout. Je m'en doutais pas du tout. On connaissait pas du tout. En fait, elle avait fait une crise délirante à l'âge de 20 ans. Oui. Et le diagnostic en était resté là. Elle enchaînait les hospitalisations et on ne savait pas. Elle avait vu donc des docteurs à l'hôpital ou des généralistes, mais pas plus. Oui, voilà, à l'hôpital, il disait rien de plus, quoi. Justement, docteur Masson, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des doutes sur l'équilibre de leur humeur, vers qui se retourner, qui aller voir pour être diagnostiqué ? Alors, bon, je crois que quand on a un doute, il faut aujourd'hui ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec un médecin psychiatre, oui. Parce que, nos collègues généralistes sont souvent des consultations avec beaucoup de monde et pour faire un bilan, il faut au minimum 1 heure d'entretien pour rechercher l'ensemble des signes cliniques, les antécédents qui permettent d'évoquer le diagnostic et puis évidemment de le poser quand les signes cliniques sont suffisamment évidents. Donc, je dirais que si on a un doute, il ne faut pas hésiter à consulter un psychiatre. Ça me semble la meilleure option. Parce que vous savez que pour certains, c'est encore une démarche difficile de se tourner vers un psychiatre, mais comme vous le dites, ce sont aujourd'hui les médecins psychiatres qui sont habilités à poser un diagnostic sur cette bipolarité. Lorsque votre fille a été diagnostiquée, Agnès, bipolaire, donc, elle vous a dit que vous l'étiez, vous aussi peut-être. Comment est-ce que vous avez réagi ? Je l'ai pas cru. J'avais pas du tout les mêmes symptômes. Elle avait des hallucinations, du délire. Moi, j'avais pas ça. Donc, en plus, j'ai un contexte un peu particulier parce que ma mère était schizophrène et ma grand-mère maniaco-dépressive. Oui. Et donc pour moi, j'étais méfiante à l'égard des psychiatres et des hôpitaux, quoi. Je voulais pas en entendre parler. Et c'est-à-dire qu'avec une grand-mère et une mère, enfin en tout cas avec une maman schizophrène, vous avez vécu des épisodes assez violents, je suppose, et des dédoublements de la personnalité. Mais finalement, vous étiez dans le déni au départ. Oui, mais en fait, il n'y avait pas de mots posés sur la maladie de ma mère et de ma grand-mère. En fait, on disait juste qu'elles faisaient des crises, qu'elles étaient folles, qu'elles étaient déprimées. Oui. Et c'est seulement en fait en 2005 que j'ai vu un rapport d'un psychiatre qui parlait de la schizophrénie et de la maniaco-dépression. J'étais pas du tout au courant. Et moi, du coup, toute ma vie, c'est passé inaperçu les symptômes. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait savoir que vous étiez bipolaire, en fait, comme votre fille ? C'est seulement une fois qu'elle m'en a parlé que j'ai consulté un psychiatre à l'hôpital civil à Strasbourg qui m'a diagnostiqué. Et alors, les troubles que vous avez se caractérisaient comment ? Des idées grandioses, des achats compulsifs, l'hypersexualité, alcool, cigarettes, après dépression, l'apathie, je me lavais plus, je mangeais plus. Et c'est finalement quand votre fille a été diagnostiquée et qu'elle vous a posé cette question que vous avez fini par vous poser vous-même des questions. Voilà, mais sauf que c'est très difficile à accepter. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, c'est seulement en parlant avec les psychiatres que j'ai pu me rendre compte que je souffrais d'une grave maladie. Parce que jusqu'alors, c'était pas perçu. C'était pas évident, ouais. Non. Ça vous a inquiété, ce diagnostic ? Ou ça vous a rassuré ? Non, ça m'a dérangé. Parce que tout d'un coup, j'étais classée comme malade mentale. Alors qu'avant, on me disait t'as un caractère un peu fantasque, t'es un peu original. Et tout d'un coup, pas maladie mentale. Vous dites que beaucoup de personnes vous ont tourné le dos à l'énoncé de ce diagnostic. C'est une maladie qui fait peur, selon vous ? Oui, complètement. Les gens pensent qu'on est complètement dérangé, qu'on est instable, ce qui est vrai parfois, mais pas toujours. Il y a des moments où on est stable. Et quand on prend nos médicaments, tout va bien. Docteur Masson, je me retourne vers vous. Les troubles bipolaires, d'abord, sont-ils héréditaires ? Et peut-on les prévenir si l'on sait que l'un des parents est atteint, par exemple ? Alors, la maladie bipolaire n'est pas une maladie génétique au sens strict. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène que l'on transmet génération en génération qui va faire que la maladie va s'exprimer automatiquement. En fait, c'est un ensemble de gènes qui sont impliqués dans une
prédisposition à développer la maladie. Et d'ailleurs, ce sont des gènes qui souvent sont communs avec d'autres maladies du cerveau, comme la schizophrénie ou d'autres troubles. Et donc, par contre, si on a des antécédents dans la famille, le risque de déclencher la maladie est plus important que dans la population générale. Puisque dans la population générale, on estime qu'à peu près 1 à 2% de la population souffre de cette maladie. Si on a son père ou sa mère qui souffre d'un trouble bipolaire, eh bien, le risque est multiplié à ce moment-là par 10 à 15. Et si nos 2 parents souffrent d'un trouble bipolaire, on a 50% de risque de développer la maladie. Mais ça veut dire aussi qu'on a 50% de chances de ne pas la développer. En ce sens que ce n'est pas une maladie strictement génétique. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en cause dans le développement de la maladie. Alors maintenant, pour les sujets qui sont à risque, c'est-à-dire si on a son père ou sa mère qui sont atteints de cette maladie, eh bien, il y a une hygiène de vie la plus, je dirais, stricte possible à respecter, notamment l'hygiène de sommeil. La consommation des toxiques est fortement déconseillée, et surtout le cannabis, qui peut déclencher la maladie sur le versant de l'excitation. Un régime alimentaire équilibré, la pratique d'un sport régulier, et puis une consultation, évidemment, auprès d'un psychiatre au moindre doute d'humeur pathologique. Il s'agit surtout de mesures préventives et d'hygiène de vie pour les personnes qui sont considérées comme à haut risque de développer la maladie en raison d'antécédents dans la famille. Docteur Masson, restez avec nous en ligne. Dans un instant, nous accueillerons Pascal. Il a compris qu'il pouvait être bipolaire en écoutant Nirvana. Et merci beaucoup Agnès pour votre appel et votre témoignage. Il y a Charlie qui témoigne sur Twitter, #Europe1. Pour moi, le centre d'accueil et de crise a été salvateur lors d'une phase hypomaniaque. Avant que ce ne soit trop tard, c'est là que ma bipolarité a été diagnostiquée, et du coup a pu être soignée avec des suivis médicamenteux réguliers, psychiatre, psychologue et sophrologue. Europe 1. Vous souffrez de troubles bipolaires. On a envie de vous entendre. Venez nous raconter votre histoire. On vous écoute au 39 21. Vous êtes atteint d'une maladie de l'humeur, de l'euphorie à la dépression, vous souffrez de troubles bipolaires. Vous en parlez cet après-midi au 39 21 avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours avec le docteur Masson, psychiatre, qui a écrit un que sais-je sur les troubles bipolaires. Mais nous accueillons maintenant Pascal sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Pascal, soyez le bienvenu. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous ? 44 ans. 44 ans. Alors, vous dites que lorsque vous étiez plus jeune, vous écoutiez Nirvana. Kurt Cobain, le leader de Nirvana, avait été diagnostiqué maniaco-dépressif. Comment avez-vous fait le lien avec les troubles bipolaires qui vous concernaient, vous ? En fait, c'était un petit peu plus tard. J'avais une trentaine d'années, j'aimais bien Nirvana, et je me sentais mal dans ma tête. Donc j'aimais bien cette musique. Et j'aimais bien le titre Lithium. J'ai cherché Lithium sur Google en espérant trouver la musique, et puis je suis tombé sur Wikipédia et j'avais plusieurs définitions pour Lithium, dont Lithium, un médicament pour les troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur. En lisant, je suis tombé sur troubles bipolaires et ça m'a correspondu parfaitement à ce que je ressentais. Donc, je me suis auto-diagnostiqué, si je me permets d'utiliser ce terme, bipolaire, tout du moins. Ce qui est déconseillé, on le verra avec le docteur Masson. Mais de toute façon, en 2010, alors que vous habitiez en Belgique, vous avez fait un burn-out. Ça a été l'élément déclencheur de tous vos symptômes, ce burn-out ? Oui, ça a été la phase maniaque, en fait. Telle qu'elle est décrite dans les troubles bipolaires. Donc là, c'est les psychiatres qui m'ont diagnostiqué. D'accord. Moi, j'avais dans la tête le mot trouble bipolaire. Oui. Je pensais être touché par cette pathologie, mais j'avais pas encore été réellement diagnostiqué. Après le diagnostic, un traitement a été mis en place. Et quel traitement finalement, puisque vous aviez pensé au lithium, vous étiez même allé chercher la définition de ce mot. Donc le lithium qui a été le premier médicament. Depuis, il y a pas mal de traitements, comme nous le disait le docteur Masson, selon les types de bipolarité. Mais quel traitement vous a-t-on donné ?
Comme j'étais en phase maniaque, on m'a donné du Seroquel pour me faire descendre de ma phase maniaque, dans un premier temps. Et après, m'a donné un thymorégulateur, le médicament de base, pour le trouble bipolaire. Alors, vous dites que le traitement est une béquille, mais qu'il y a toute une hygiène de vie à avoir également. Vous entendez quoi par là? Parce qu'on entendait Alexandre tout à l'heure parler de méditation. Cette hygiène de vie, elle a été soulignée par le docteur Masson. Vous entendez quoi par là? Alors moi, l'hygiène de vie, c'est surtout l'hygiène du sommeil qui est le premier médicament. Pas se réfugier dans le sommeil, dans le sens il faut gérer son sommeil correctement. Si on a besoin de faire une sieste, il faut accepter de faire la sieste. Donc, on a déjà un traitement qui nous stabilise. Je parle dans ce cas de figure. Moi, j'ai mon traitement qui me stabilise. Tout au cours de la mise en place du traitement final que je garde et que je prends toujours et que je prendrai toute ma vie, il est hors de question que je l'arrête. Je sais trop les phases maniaques. Enfin, j'ai connu une phase maniaque, je ne vais jamais y retourner. Et la phase dépressive aussi, je l'ai connue plusieurs fois. Ça vous fait du bien aujourd'hui d'être stabilisé, bien évidemment, on l'entend. On entend aussi que vous ne voulez jamais arrêter ce traitement. Aujourd'hui, vous êtes même le secrétaire de l'association Étoile Bipolaire. Ça vous fait du bien de vous investir aussi pour les autres? Oui, ça crée un lien social, puisque je ne peux plus travailler. Psychologiquement, c'est dur d'avoir eu un métier aussi prenant dans lequel vous investissez à 100% et passer du jour au lendemain à rien du tout. Et être un petit peu exclu de la société, c'est mal vu de ne rien faire. Donc, je me foutais de l'aspect regard des autres, mais pardonnez-moi de parler comme ça, mais vous me comprenez. L'important, c'était de retrouver un lien social, avoir des contacts humains et retrouver un petit peu certains aspects de la vie professionnelle, envoyer des emails. Et c'est ce que vous avez retrouvé, Pascal, en étant, je le rappelle, secrétaire de l'association Étoile Bipolaire, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Mille merci pour votre témoignage. Dans un instant, nous accueillerons Marie-Christine et Janine. Marie-Christine qui est psychologue du travail et bipolaire, et Janine qui vit avec une bipolaire depuis 18 ans. Et il y a Sandrine qui témoigne sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Comment vivre avec des troubles bipolaires? Eh bien, faire au mieux, prendre les petits cachets, être entouré. Je suis bipolaire, mais je suis maman, femme, amie, comme tout le monde. Mais mes émotions, parfois, me submergent. Europe 1. Vous êtes atteint de troubles bipolaires, vous êtes enjoué, puis triste, calme et tout à coup irritable. Venez nous raconter votre histoire, votre quotidien au 3921. De l'euphorie à la dépression, on parle des troubles bipolaires. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous accueillons maintenant Janine au 3921. Bonjour Janine, soyez la bienvenue. Alors vous Janine, vous vivez avec un bipolaire depuis 18 ans et vous nous décrivez cette situation un peu proche de l'enfer. En tout cas, vous dites que c'est très 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 dur. Oui, c'est pour ça que je voulais témoigner justement parce qu'on pense pas assez. Enfin, j'ai un petit peu de mal. On pense pas assez à l'entourage dans ces situations-là parce qu'on est vraiment très très mal accompagné. Et on sait pas à qui s'adresser. On a les périodes de haut, les périodes de bas. On est toujours angoissé. On sait pas ce qui nous attend. Il y a tous les problèmes d'agressivité quand il est en période maniaque. Après, il y a tous les problèmes de déprime. Il faut toujours reprendre les problèmes de dépenses inconsidérées. Enfin, c'est très, très dur. Docteur Masson, je me tourne vers vous. On a peu parlé de l'entourage, mais on sait que cette maladie, la bipolarité, impacte fortement l'entourage et que c'est souvent très dur. Quel conseil donner à cet entourage, aux proches de malades bipolaires? Eh bien, c'est vrai que il y a vraiment une souffrance, évidemment de la personne qui est affectée par le trouble bipolaire, mais aussi de son entourage immédiat, donc les conjoints, les parents, les enfants, selon les situations familiales. Alors, malheureusement, la prise en charge des proches n'est pas assez développée en France. Je crois qu'il faut vraiment encourager le développement de groupes de parole pour des familles et des proches de patients. Alors, c'est vrai que dans les cycles d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, il y a des séances qui sont aux familles et à l'entourage, mais c'est encore vraiment insuffisant. Souvent, moi, je conseille aux proches, quand il y a vraiment une souffrance, c'est malheureusement souvent le cas, eux-mêmes d'être soutenus par un psychologue, une psychologue, voire par un psychiatre, parfois même médicamenteuse peut être ponctuellement nécessaire. Mais je crois que personne n'est surhumain et ce n'est pas un manque d'amour vis-à-vis de son conjoint ou de la personne
de notre entourage de constater que c'est difficile, que c'est parfois effectivement difficilement tolérable, que ce soit, comme vous le disiez Janine, les moments de possibles troubles du comportement, d'irritabilité, et puis aussi de faire face à la dépression de son conjoint. On peut en tout cas les renvoyer à votre ouvrage, Que sais-je, sur les troubles bipolaires, ce qui leur permettra déjà d'appréhender cette maladie et d'en comprendre un peu les fonctionnements. Ce qui est extrêmement difficile, on a beaucoup de témoignages aujourd'hui au 3921, beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sur la difficulté à vivre avec un malade qui souffre de cette bipolarité. Voilà, je lis un témoignage. Voilà, je vis avec un homme bipolaire depuis 25 ans. Je n'arrive toujours pas, quand il est en crise, à parler et à concevoir que j'ai affaire à quelqu'un qui est malade. Ça doit être très compliqué. Janine, bonjour. Soyez la bienvenue. Non, excusez-moi, je me gourre. C'est Marie-Christine. Marie-Christine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue du travail et bipolaire. Vous êtes soignée au lithium. Et voilà, si votre témoignage est très intéressant aussi, c'est que vous avez tenté d'arrêter votre traitement et ça a eu des conséquences assez terribles. Racontez-moi ça. Oui, en fait, donc j'ai été diagnostiquée bipolaire à l'âge de 31 ans et tout de suite j'ai été prise en charge par le lithium et des thérapies importantes. Malheureusement, j'ai mal accepté le lithium, ça je crois que j'ai envie de le préciser, pour ses effets un petit peu émousser les sentiments, les sensations. Je ne me reconnaissais plus dans les affects que je pouvais éprouver vis-à-vis même de mon entourage, de mes amis. Oui. Et donc, ma volonté dès le départ, c'était d'arrêter le lithium. Et malheur pour moi parce que j'ai tenté de le faire, bien sûr, avec l'accord à l'époque de mon médecin psychiatre qui me disait tout va bien, on va essayer. Et pendant 6-7 mois, j'ai arrêté ce traitement et ça a été donc à l'âge de 42 ans. Et ça a été un véritable tsunami puisque pour la première fois de ma vie, j'avais un choc maniaque. Oui. Je me souviens très bien de tous les épisodes, sentiment de toute puissance, comme on dit. Je voulais faire plein de choses, je voulais quitter mon mari. Enfin bref, il y avait des tas de phénomènes de ce genre. Oui. Et le problème, c'est que la retombée de ce choc maniaque a été terrible puisque j'ai perdu à ce moment-là toutes ou beaucoup de mes capacités cognitives, intellectuelles, physiques. Je n'avais plus d'énergie. Oui. À l'époque, j'avais un poste de chargé de recrutement que j'étais obligée de quitter. Et cette énergie n'est revenue qu'au bout de 10 ans, à force de travail, à force d'entraînement physique, de marche, de cours de langue, de toutes sortes de choses, de stimulation mentale. Important. Mon courage et puis aussi de l'aide d'un médecin qui m'a aidé avec de la phytothérapie. Ouais, en tout cas, important de bien écouter ce témoignage pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, celui de Marie-Christine qui a mis 10 ans à revenir de cet arrêt. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre témoignage. Merci aussi à Janine, merci aussi à Paola, à Alexandre, au docteur Masson, à Agnès et à Pascal de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Vous avez été très très nombreux à vouloir témoigner aujourd'hui sur ce sujet concernant la bipolarité. Grâce à vos témoignages, nous en savons plus sur les troubles bipolaires et les incidences que cela a dans la vie des personnes qui en sont atteintes. Les troubles bipolaires sont difficiles à déceler. On l'a vu, c'est une maladie de l'humeur qui touche des millions de personnes sans qu'elles ne se rendent forcément compte qu'elles sont malades. Il est compliqué de trouver un traitement adéquat, nous l'avons vu, mais il est important d'être suivi et conseillé. Si vous avez des doutes, vous ou pour un membre de votre famille, n'hésitez pas à consulter un médecin psychiatre, comme le docteur Masson vous l'a conseillé. Il existe aujourd'hui de nombreux moyens de stabiliser cette maladie et ses symptômes et de vivre normalement. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et vous n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Je rappelle qu'elle vous est entièrement dédiée.